Le 5 octobre 62, personne ne connaît Enrico Macias, mais attention, ce soir-là, il va passer pour la première fois à la télé dans l'émission 5 colonnes à la une. J'ai quitté mon pays, j'ai quitté ma maison, ma vie, ma triste vie se traîne sans raison. Et cette chanson va changer sa vie. Quand j'ai vu ce garçon chanter, j'étais comme tous les pieds noirs. On a pris un coup, on a découvert qu'on avait celui qui allait porter le message de toute la douleur de ce peuple, tout d'un coup, est obligé d'être rapatrié dans des conditions souvent épouvantables. Et c'est à ce moment-là que j'ai dit, il faut que je le connaisse. Son futur parolier va donc aller le voir en spectacle et il sera un peu décontenancé. Et tout d'un coup, on annonce Macias. Et je vois rentrer une espèce de gros type. C'était déjà des guitares électriques à l'époque, avec une guitare espagnole dans la main. Il avait les cheveux plaqués à l'époque. Il n'avait pas ses cheveux. Il est devenu beau en vieillissant, Macias. Hein. Il était pas beau, il faut bien dire les choses comme elles sont. Moi, il m'a surpris. Avec le temps, Enrico va beaucoup changer, surtout physiquement. Il perd quelques kilos et laisse tomber la gomina. Mais il est fidèle à ses racines et même à 20h30 sur TF1 en 76, il impose une chanson en arabe avec son père au violon. Cela dit, dans le showbiz de l'époque, on s'interroge sur sa réputation de générosité. Ces chansons ont toujours été des chansons de tendresse, d'amitié. Venez vers moi, tendez-moi la main, ouvrez-moi la main, remplissez-moi la main. Ça non plus, il ne l'a pas oublié. Parce qu'il n'est pas tout à fait désintéressé. Formidable, formidable. Vous êtes comme la seule, c'est du miel. Enfant de tout pays et de toutes couleurs. Certes, Enrico, en chantant la paix, a vendu 60 millions de disques dans le monde, mais son succès est tel qu'il est devenu symbole de paix. Et en 79, le président Sadat l'invite à chanter en Égypte. C'est un événement car auparavant, Enrico, qui est juif, a chanté pour l'armée israélienne. Mais le président Sadat, lui, le considère comme un homme de paix. Quand il est revenu, il m'en parlait avec une affection, avec un amour. Il me disait, j'ai rencontré un homme extraordinaire, etc. Et Sadat lui aurait dit, au moment où ils se sont quittés, il lui aurait dit, va chanter la paix et moi je vais la faire. Si Sadat n'a pas pu faire la paix, Enrico, lui, continue de chanter. En mars 2000, il est invité en Algérie par le président Bouteflika, qui le considère comme un enfant du pays. Enrico, à ce moment-là, se croit arrivé. On n'a pas besoin de faire trop de discours pour comprendre qu'à partir de ce soir, les deux communautés, juives et musulmanes, non seulement se sont réconciliées, mais se sont retrouvées. Malheureusement, tout le monde n'est pas d'accord avec lui et l'hostilité des journalistes conduit à l'annulation de cette tournée. Enrico Macias et tous les juifs de Constantine étaient contre la révolution algérienne. Ils ont participé à des massacres aux côtés des colons et aujourd'hui, les sionistes sont contre les droits du peuple arabe en Palestine. Interdit de concert en Algérie, Enrico soulève aussi l'hostilité de certains musulmans français qui manifestent alors qu'il donne un concert à Roubaix. Imperturbable, Enrico, lui, continue de chanter la paix. Et puis donner la vie, enfants de tout pays et de toutes couleurs, vous avez dans le cœur notre bonheur. Enrico, bonsoir. On va vous entendre chanter parce qu'on va vous amener votre guitare, mais d'abord deux précisions. On se connaît avec Enrico parce qu'on a été ensemble chez les prostituées. Oui, alors c'est quoi cette histoire-là? On a fait un reportage. Toute une nuit. Je l'ai emmené de partout. Dans les boîtes à putes. Non, mais c'était pourquoi? C'était pour faire un reportage pour une émission de Patrick Sabatier. Parce que Enrico disait la prostitution, c'est d'utilité publique en fait. Et donc vous vouliez mettre à l'honneur ces femmes. Ce sont les infirmières du sexe. C'est ça. Voilà. Et donc on a fait une tournée ensemble pour faire un reportage. Ça va être joli. Non, mais c'était très sympathique d'en parler, parce qu'on n'en parle jamais. C'est un tabou qu'il fallait un petit peu casser. Et c'est pour ça que je l'ai fait, quoi, c'est tout. Alors là, vous êtes là, pas du tout pour parler de prostituées, mais pour parler de votre livre que vous avez écrit avec Florence Assouline. Mon Algérie. On va raconter dans le détail tout à l'heure le livre. C'est un attachement presque à une femme, hein, votre Algérie, justement. Il y a des mots très forts quand vous dites « Je reste aussi inconsolable qu'un amoureux auquel on ne laisse pas voir la femme qu'il aime sans jamais lui expliquer pourquoi », puisque vous n'avez pas pu y retourner depuis que vous en êtes parti dans les conditions qu'on connaît. Vous, sérieusement, Daniel, vous êtes retourné en Algérie sur les traces de votre père. Vous aviez 50 ans, c'est ça, 15 ans après avoir appris... Un peu plus, oui. Un peu plus. Et d'un coup, vous avez redécouvert une autre culture. Et vous parlez arabe?
Pas du tout. Ah, j'ai lu que vous parliez arabe. Ah, pas du tout, vous avez pas Vous lu ça. comprenez l'arabe? Non, 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 non. J'ai appris quelques bribes de kabyle, de berbère, de tamazir. Et il a pris un mot en arabe dans La Vérité si je mens. Ah oui. C'était quoi? C'était Nico. qui veut dire parce que qui veut dire nique ta mère. Et donc vous avez ça en commun, on va en parler tout à l'heure. Mais surtout Enrico, si les gens l'aiment, s'il est aussi populaire, c'est pour évidemment les chansons aussi gaies de son répertoire. Jane, vous connaissez du Enrico? Mais bien sûr. Vous allez chanter avec lui un petit truc? Oh non, 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 tu m'as promis. Alors là, on a promis, tout le monde a promis. Qui a promis quoi? Mais si c'est promis, on ne vous fait pas chanter. Je peux pas. Je mourrai. Alors vous allez l'écouter chanter. Je l'écouterai. Ou alors vous me dites, non, je ne peux pas l'écouter chanter. Tu sais les banquets où on pense que des artistes adoraient ça, et puis tu entends ça, et tu te dis, oh merde, ils vont me demander une chanson, Jeanne. Tu parles des banquiers ou des banquiers? Non, des banquiers, des mariages. Et une chanson, Enrico? Enrico, il est d'accord et on lui a demandé. Vous, c'est vrai? Non, non, mais moi je l'écoute chanter. Allez, la chanson. Elle arrive, votre guitare. Vous avez aussi poussé la chansonnette, hein. Vous avez fait une comédie musicale. Faut pas boire avant l'émission. Si, ou alors il faut boire avant l'émission, justement. Une comédie musicale en 71. La lucarne magique, c'est ça, avec Sheila, Tino Rossi, Carlos? Non. Je pense que vous faites... Non. Non, bah je vous dis non. Pourquoi je vous mentirais? Parce que vous vous souvenez plus des paroles et vous voulez pas nous la chanter? Vous plaisantez. Sheila, Carlos, Trédé, Allez, go, Enrico. Non, mais attends, une seconde là. Oh là, oh, passez vite en besogne. J'ai jamais fait ça. Je ne sais pas qui c'est, ces gens-là, je les connais pas. En 71. Je n'ai jamais fait de comédie musicale. Moi, j'ai fait une comédie musicale qui s'appelait Lysistrata et c'était au théâtre Édouard VII. Alors, ça m'étonnerait qu'ils auraient été. C'est une connerie, ça encore. C'est lamentable. Lamentable. Le niveau de cette émission, c'est On va zéro. faire une comédie musicale. Ah, tous les deux, oui. Alors là, tu vas voir. Bah, D'abord, vous, tu as bien vous, chanté. je parie que vous voulez bien chanter avec lui. Bien sûr. Allez, c'est Mais parti je ne sais alors. pas, ça dépend si je la connais. Ah ben vous les connaissez tous parce que tout le monde les connaît les chansons d'Enrico. On commence par quoi, Enrico? On commence par 2 ailes et 3 plumes, moi j'adore. Ah oui. En avant pour 2 ailes et 3 plumes. 2 ailes et 3 Non, plumes. non, ça va. 2 ailes et 3 plumes dans son blanc costume. On dirait une Allez, Daniel. Voici la colombe, la jolie colombe, qui va bientôt se poser. Enfant de ce monde, oubliez vos frondes, vous risquez de la blesser. Voici la colombe, la jolie colombe, qui va bientôt se poser. Bravo, Enfant de tout pays. J'adore. Enfant de tout pays, tendez vos mains, meurtri, semez l'amour, et puis donnez la vie. Enfant de tout pays et de toute couleur, vous avez dans le cœur notre bonheur. Malheur à celui qui blesse un enfant. Qu'il soit un démon, qu'il soit noir ou blanc, il a le cœur pur, il est toute innocence, qu'il soit né d'amour ou par accident. Malheur à celui qui blesse un enfant. Le mendiant de l'amour, Enrico. J'ai de l'amour plein la tête, un cœur d'amitié. Je ne pense qu'à faire la fête et m'amuser. Moi, vous pouvez tout me prendre, je suis comme ça. Ne cherchez pas à comprendre, écoutez-moi. Dans toute la ville, on m'appelle le mendiant de l'amour. Moi, je chante pour ceux qui m'aiment, je serai toujours le même. Il n'y a pas de honte à être mendiant de l'amour. Moi, je chante sous vos fenêtres chaque jour. Donnez, 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 donnez-moi. Donnez, 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 Dieu vous le rendra. Donnez, 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 donnez-moi. Donnez, 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 Dieu vous le rendra. Allez, dernière, l'oriental. Et les filles de mon pays. Allez, c'est vous qui lui demandez après. L'oriental pour moi et une pour Ariel. Et l'on m'appelle l'oriental, le brun au regard fatal. Aïe, 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 aïe. Et l'on m'appelle l'oriental, car moi je suis sentimental. Et pourtant je ne fais pas de mal, on m'a surnommé l'oriental. Et les filles de mon pays.
à quelles sont jolies les filles de mon pays. Allez. Ah, qu'elles sont jolies, les filles de mon pays. Oui, qu'elles sont jolies, les filles de mon pays. Quand le jeu brille, le soleil, les soirs d'été, la mairie joue avec le ciel et les fées révèlent. Dès qu'elles ont 16 ans, le moindre tourment, le moindre bonheur fait battre leur cœur. Car elles sont jolies, les filles de mon pays. Oui, qu'elles sont jolies, les filles de mon pays. Bravo Enrico. Bravo. Daniel, vous pouvez m'expliquer sérieusement ce qu'il a chanté, c'est votre culture finalement, et une culture que vous avez Culture parallèle. découvert sur le tard. Je me rappelle en 1995, en tout cas je l'ai lu, quand il y avait tous ces assassinats en Algérie, vous avez dit « Je suis avec mon peuple pour toujours ». Bah oui, c'est logique. Oui, moi ce que je voudrais comprendre, c'est comment vous avez fait pour aussi rapidement adopter cette culture qui n'était finalement pas la vôtre pendant 35 ans. C'est une passion. Non, ça coule dans tes veines. Oui, c'est ça aussi, voilà, c'est ce qu'il vient de dire. Mais ça a été La immédiat. vérité, oui, c'est magique. C'est mystérieux, c'est... Mystique? Oui, et puis quand j'en parle, je suis dans un autre état, quoi. Je sais Ça pas, se voit. bon, c'est sûr, bon, il sait, quoi. Bon. On a, si vous voulez, quoi qu'il arrive, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, on a l'Algérie qui nous traverse toute notre vie. Toute notre vie. Voilà. Et l'Algérie, elle traverse Enrico Macias, à qui on va reprendre sa guitare. Dans son livre, on le comprend très bien, en fait, c'est votre autobiographie d'une certaine manière. Une Algérie où vous rêvez de retourner, puisque vous en êtes parti en 61, c'est ça? Oui, 61, 62. 61, 62. Et donc, aujourd'hui, vous ne pouvez pas y retourner en Algérie. Tout d'abord, sur tout votre répertoire, là, tout ce qu'on a entendu et tout ce qui nous a bercé d'une certaine manière, c'est que des messages de paix, mais finalement super inefficaces. Et aujourd'hui, on a l'impression... Non, c'est pas inefficace du tout. Vous n'avez pas l'impression que c'est un peu inefficace? Ah non, quand vous pensez qu'un chanteur comme moi, qui a écrit une chanson comme Le Grand Pardon, 10 ans avant la paix signée entre Sadat et Israël, 10 ans avant, je veux dire, avant ma rencontre avec le président Sadat. Symbolique. Vous vous rendez compte qu'on a l'habitude de penser que la chanson est un art mineur, et moi j'ai touché l'histoire du monde. Ça Avant. a été... Oui, non, après avoir écrit cette chanson, vous n'avez pas ça m'a envie amené à rencontrer dans vos Sadat. chansons de vous révolter plus que d'écrire de façon, certains diraient naïve ou simple ou poétique, pour être gentil, plus tendre, d'être trop gentil dans ces chansons-là. Ouais, Parce qu'aujourd'hui, et c'est là où on va arriver, c'est que vous vous engagez de façon beaucoup plus ferme. Et il y a eu toute cette période où vous faisiez votre carrière, où vous avez certainement fait avancer des choses, mais de façon tellement douce. De toute façon, ça ne me vexe pas quand on dit que je suis trop gentil. Bah non, c'est pas fait pour ça en plus. Il vaut mieux être gentil que méchant. Que certaines personnes qui font des horreurs dans le monde à l'heure actuelle. Mais je sais très bien que je ne suis pas dupe et que je ne suis pas un faux gentil. Et je sais aussi me révolter, et je sais aussi m'engager, et que ma gentillesse, elle est crédible. Elle est crédible parce que je sais ce que je fais. Et dans les chansons, vous n'avez pas voulu de temps en temps mettre de votre révolte? Non, parce que ça sent que vous pouvez vous dans mes révolter. chansons, c'est pas de la révolte. Dans mes chansons, c'est de la douleur avec de l'espérance. Et ça, c'est les deux conditions pour que l'humanité survive et que chacun d'entre nous puisse survivre à toutes les épreuves qu'on peut subir. Et je vais vous dire encore autre chose. L'humanité, elle a subi des atrocités, mais au point d'être vraiment détruite complètement. On a traversé l'Holocauste, on a traversé la barbarie du Moyen-Âge, on a traversé l'Antiquité. Et puis maintenant, il y a une nouvelle ère de violence, d'horreur et tout ça. Eh bien, on est encore en vie, on en parle. Il y a des gens comme moi qui se battent contre ça. Et dans le subconscient de chacun d'entre nous... Vous vous battez comment, Enrico? Je me bats avec la gentillesse. Je me bats avec... Je vais vous dire avec quoi je me bats. Ouais. Il y a les kamikazes de la guerre, là, de la terreur. Moi, je dis que moi, je suis un kamikaze de la paix. Pourquoi? Parce que si on montre aux terroristes qu'on n'a pas peur, eh bien, ils seront désarmés. Ils vont pas pouvoir mener à bien leur combat, parce que quel est l'objet de leur combat? C'est de nous terroriser. Si on leur montre qu'on n'a pas peur, c'est nous qui avons gagné. Et on va gagner. Vous allez voir. Oui, on va gagner. Ariane? Vous disiez, Enrico, vous disiez ma politique, ce sont mes chansons. Quand j'ai envie de dire quelque chose, j'écris une chanson. Est-ce que vous ne pensez pas que maintenant c'est un petit peu dépassé, justement? Est-ce que vous n'avez pas envie de vous engager politiquement autrement
que par vos chansons, comme disait Marco tout à l'heure, qui sont peut-être un peu trop gentilles. Eh ben moi, je vais répondre à sa place. Non. Je vais répondre à sa place parce que lui... Non, mais attends. Attends, excuse-moi, 2 secondes. Là, c'est sérieux. Lui, c'est son tempérament, c'est son chemin d'être comme ça. Il a toute sa voix là-dedans, c'est son destin. Le destin, c'est le mektoub. Exact. Taounza, en kabyle, je dis ça comme ça, mine de rien. Bon, ça veut dire quoi? C'est que lui, c'était sa voix. Sa voix, c'était de chanter, et puis avec ce qu'il transporte en lui, ben, il a ses paroles de paix, ses paroles d'espérance. Mais est-ce qu'il n'a pas aujourd'hui autre chose, Enrico Macias? Macias? Moi, je crois que oui. Moi, j'ai l'impression, on ne se connaît pas bien, mais j'ai l'impression qu'Enrico Macias, il a eu toute cette carrière douce, et puis maintenant qu'elle est peut-être cette carrière faite et bien faite, la plus grande il va se battre autrement. Parce que vous avez parlé de politique. Moi, je m'en fous si on dit que mes engagements, c'est de la politique. Le fait de chanter des messages, d'envoyer des messages par mes chansons, c'est de la politique. Et je peux vous dire que moi, je suis dans une famille, c'est-à-dire dans la musique, et dans mon créneau de chanteur, je suis encore plus fort que dans un parti politique. Et si c'est en faisant ce que je fais, ça, on appelle faire de la politique, je m'en fous des étiquettes. Moi, ce qui compte, c'est de faire passer mon message. Et Dieu merci, je peux dire que j'ai un bilan positif, parce que j'ai accompagné mes paroles et les paroles de mes chansons par des actes bien précis, parce que je suis devenu quand même le porte-parole de Kofi Annan. Je fais partie un petit peu ambassadeur de la paix. Je suis ambassadeur de la paix, et puis maintenant il vient d'avoir le prix Nobel de la paix. Et quand il a fait son discours, il a été efficace. Comment? Est-ce que vous estimez avoir été efficace ou utile? Moi, j'estime que je ne suis qu'une goutte d'eau. Je suis qu'une goutte d'eau dans l'océan. Je ne suis pas le seul. Il y a beaucoup d'énergies qui se réunissent pour faire quelque chose. Et comme l'a dit très bien mon ami et mon frère Daniel Prévost, comme il l'a dit, c'est mon mektoub, et il y a une mission qui doit être remplie par chacun d'entre nous. Mais chacun dans son rôle. Enrico, c'est pas du tout une critique, ces chansons, elles ont 20 ans. Moi, ce que je prétends, ou ce que j'imagine, ou ce que je perçois plutôt, c'est que, voilà, il y a eu cette façon d'avoir un message, et puis il y a l'autre, celle beaucoup plus engagée, celle beaucoup plus politique, que vous avez aujourd'hui, quand vous allez manifester, quand vous voulez aller en Algérie, quand vous prenez la parole publiquement. Disons que ça donne un peu l'impression, vous avez eu votre carrière, et puis aujourd'hui... Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, j'accompagne les actes à mes paroles. C'est-à-dire que moi, je tiens parole avec ce que je fais. Je vous dis quelque chose, je vais le faire. Moi, on me dit, il faut aller au Kosovo, on me dit maintenant d'aller en Afghanistan, je vais en Afghanistan. Vous avez fait ça? Vous êtes allé au Kosovo, par exemple? Je ne vais pas tarder. Mais je veux dire, moi, si je peux apporter quelque chose pour éviter la violence et la guerre, je serai toujours là. Et je suis aussi un témoin de mon temps. Et je sais aussi dire les choses dures qu'il faut dire. Vous savez, ma religion, c'est la mémoire. Il ne faut pas falsifier la mémoire. Il faut respecter ce qui s'est passé. Il faut dire la vérité historique. Et quand on parle de religion, je dis bien... Pourquoi je parle de religion? Parce que maintenant, on met la religion en avant. C'est un prétexte. On interprète très mal l'islam. On interprète très mal le Coran. Parce que dans le Coran et dans l'islam, il n'y a ni le djihad, ni l'intolérance. C'est la religion la plus tolérante parce que elle est venue après le judaïsme et après le christianisme. Mais ce sont les gens qui appliquent cette religion, qui l'interprètent mal et qui se servent de la religion pour faire des horreurs. Est-ce qu'aujourd'hui, avec votre engagement, vous avez été menacé physiquement? Puisqu'on sait donc que votre beau-père, tonton Raymond, avait été assassiné en Algérie. C'est lui qui vous avait formé, initié à la musique. Est-ce que vous avez craint pour votre vie? Je vais vous dire franchement. Honnêtement, oui, j'ai été menacé. Quel genre de menace? Par exemple, quand je devais partir en Algérie, il y a des gens qui m'ont envoyé des emails super sympathiques, mais il y en a d'autres. C'était tu viens pour l'Aïd El-Kébir, on va t'égorger comme un gros mouton sioniste que tu es, des choses comme ça. Bon, moi je vais vous dire franchement, j'ai peur de la mort comme tout le monde, j'ai peur de la violence comme tout le monde. Mais si je dois mourir pour une cause, je me mets en holocauste. Si je dois mourir pour sauver un maximum de monde, vous savez, autour de moi, il y a des gens qui meurent quand même, bêtement, par la maladie, comme mon pauvre frère, dans un accident de voiture. On est tous mortels. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de la mort. Ce que vous êtes en train de dire, c'est tant qu'à faire, autant mourir de façon efficace, quoi. Non, c'est pas ça. Je veux dire que la peur n'évite pas le danger. Et si on a peur, on peut mourir pareil. Vous pensez alors, que vous allez retourner, il vaut mieux ne pas avoir peur. Vous pensez que vous allez retourner à Constantine? Ou alors c'est vraiment... Puisque quand ça a été annulé, on a dit que c'était des problèmes techniques, etc. En fait, c'était des problèmes politiques quand même. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que vous allez y retourner un jour? Écoutez, pendant 40 ans, je me suis fait à l'idée que je ne pouvais pas y retourner. Je suis retourné en Algérie par mes chansons, par mon imagination, par le décor intact de ma mémoire.
Mais quand il y a eu cette annulation ou ce report, je ne sais pas, c'est une cicatrice qui commençait à se refermer, puis qui a été rouverte, mais vraiment béante. D'où le livre, certainement. Je le lis dans le livre. Non, mais moi, la réponse à votre question, c'est la dernière partie de mon livre, c'est la lettre que j'écris à mon petit-fils Simon pour qu'il la transmette à son petit frère et à ses 2 cousines, et aussi aux enfants du monde entier, pour leur dire que malgré tout ce que j'ai dit, malgré toute ma douleur, malgré toutes mes révoltes dans ce livre, malgré toutes ces mises au point, j'ai quand même un secret espoir pour que j'y retourne. Mais, on m'en parlait de la mort. Si j'y retourne de mon vivant, j'emmène tout le monde avec moi. C'est la vraie réconciliation. Si je ne peux pas retourner de mon vivant, eh ben Simon prendra la relève et puis il ira à ma place. Daniel, vous y êtes donc retourné. Vous pouvez dire à Enrico d'écrire avec vos mots ce que ça fait de retourner? C'est pas, je dirais, c'est pas la même situation. Enrico, il a vécu sa jeunesse, il a eu beaucoup de choses de lui. Moi, c'était totalement différent. C'était, je dirais, c'était une renaissance. J'ai déjà dit, je répète. Bon, c'était, je dirais, c'était comme je dis tout à l'heure. La découverte de tes racines. C'est ça. Puis tout le village, tous les gens. Et alors, quand on se prend tout ça, tout son passé malgré tout, même si c'est pas un passé. Non, c'est du passé. C'est du passé d'une certaine manière. C'est un passé qui existe. Je dirais que c'est la mémoire qui ressurgit. Quand la mémoire ressurgit, elle ressurgit comment? Quand on est fait de chair et de sang et qu'on est un hypersensible, comme vous me disiez. Elle ressurgit comment? Mal, ça fait du mal, quoi. J'imagine que lui, il va retourner là-bas, il va pleurer. Je veux dire, bon, on est tous, après tout, on se la joue tous, mais bon, enfin, lui, il la joue pas beaucoup, mais bon, mais on est tous comme ça, après tout. Et puis, ça fait partie, je vais te dire, ça fait partie, ce sont les êtres humains, ça. Hein, on est avec plus ou moins d'incongruité, mais on est des gens sensibles. Vous l'imaginez, le moment où vous allez y retourner? Même moi, vous voulez dire, Daniel? Non, j'ai pas du tout. Vous allez l'imaginer. Quand j'étais sur le point de partir, j'ai imaginé plein de choses. J'ai imaginé évidemment le cimetière de Constantine où j'allais me recueillir sur la tombe de Cher Raymond, de tonton Raymond, me recueillir aussi sur la tombe de ma famille, des êtres qui sont de ma famille qui sont enterrés là-bas, de revoir mes anciens copains, de revoir un petit peu, de sentir l'odeur de mon pays, de respirer l'air que j'ai respiré, de revoir la cour d'école où j'habitais en face, juste en face, de revoir les rues où je marchais pieds nus, où je jouais au football pieds nus avec des... Mais tout ça, c'est présent dans votre quotidien? C'est toujours présent, bien sûr. Vous savez, l'Algérie ne m'a pas quitté pendant 40 ans. C'est vous qui l'avez quitté d'une certaine manière. Oui, mais elle a tout le temps été en moi, par la musique, par beaucoup de choses, par la façon de manger, par notre humour, par les copains, et puis aussi par les rapports que j'avais avec les Algériens. Mais alors moi, c'est justement, c'est peut-être la seule chose qui ne m'a pas choqué dans le livre, mais qui m'a un peu dérangé, c'est que vous dites à un moment donné que vous sentez plus algérien que français. Et je me dis, dans le climat actuel... Ah non, j'ai pas dit ça. Je me sens de temps en temps plus algérien que certains Français, exactement. Non, je dis que je me sens plus à l'aise, je me sens vraiment dans mon cocon plus avec les Algériens qu'avec les Français, parce qu'en fait, avec les Algériens, quand vous voyez par exemple le match France-Algérie l'un et l'autre, et même Jane aussi, et que vous voyez que la Marseillaise est sifflée. Ça me choque. Je l'ai dit déjà, c'est dégueulasse. Et vous, Daniel? Ça ne se fait pas. Comment? Et vous? Je pense que... Je sais pas. Moi, je sais pas. Je dis simplement une chose que personne n'a dite. C'est que tous ces jeunes gens qui ont envahi le terrain, moi, personnellement, je leur pardonne. Parce que j'avais le sentiment qu'ils... Mais vous auriez... J'ai fini. J'ai le sentiment qu'ils avaient une reconquête d'identité quelque part. Est-ce que vous auriez sifflé? Non, bien entendu, j'aurais pas sifflé. D'abord... On ne siffle pas un hymne national, même d'un pays ennemi. Oui, bien sûr. Ça n'existe pas. Un mort ou un blessé d'un ennemi qui était prêt à vous tuer, on le respecte, on le sauve. On sauve un blessé, dans ma mentalité, enfin, dans ma philosophie. Alors imaginez un hymne national, mais non, mais ça ne va pas. Je voudrais dire publiquement et à la télévision française que avant que je ne me mette à la musique arabo-andalouse, avant que je ne sois invité par le président Bouteflika en Algérie, et que les événements que tu connais, tu as décidé de chanter avec moi Koum Tsara à l'Olympia pour les victoires de la musique. Et on a montré qu'un juif et un arabe, pour la première fois, pouvaient chanter ensemble. Ça a été un symbole extraordinaire. Et je salue
publiquement le courage de Cheb Mami parce que c'est pas évident, c'est moins évident pour lui que pour moi. Cheb Mami, vous qui êtes à Alger en ce moment, Enrico Macias, il est perçu comment en Algérie aujourd'hui? C'est une très très grande star, il est très très aimé en Algérie. Je pense que plus à Constantine. Et voilà, c'est pour ça que le jour où j'ai fait cette chanson avec lui à l'Olympia, j'étais très très fier. Bon, c'est vrai, j'étais très fier et très content parce que j'aimais le chanteur, et surtout c'était symbolique, c'était très symbolique de dire que ça peut toujours un juif et un arabe qui chantent ensemble. Je pense que ça rapporte un peu beaucoup d'espoir pour les gens. Voilà. Et sans utopie aucune, est-ce que vous croyez que c'est dans cette vie-là que Enrico il va retourner à Constantine? Pardon? Est-ce que vous croyez que c'est dans cette vie-là ou c'est dans celle de ses petits-enfants qu'il va retourner à Constantine? En tout cas, je l'espère de tout mon cœur qui va retourner très très bientôt. Vous qui y êtes, est-ce que vous pensez que c'est possible, hein? Je dis oui, c'est possible, car parce que c'est vrai, quand on est en dehors de l'Algérie, c'est vrai, on pense que l'Algérie c'est fini, il y a que des problèmes, que des meurtres, que des morts. Alors que moi, je descends chaque mois en Algérie, en Algérie pour voir la famille, les amis, mes complices et tout. Et je dois dire que je passe des bons et des très très bons moments ici en Algérie. Et c'est pour ça que je parle pour le Enrico qui, je pense que c'est le moment ou jamais de faire une tournée en Algérie. Comment on dit? Inch'Allah, c'est ça? Inch'Allah. Inch'Allah. Merci Cheb Mami. C'est moi qui vous remercie. Merci Cheb Mami, merci mon frère. Cheb Mami qui vient de sortir un album qui s'appelle Benali.